Le colonel Abdoulaye Maïga, ministre en charge de l'administration territoriale, porte-parole du gouvernement, pour la lecture d'un décret. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci infiniment de m'avoir reçu sur votre plateau. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de délivrer la teneur du décret numéro 2022-0335/PTRM du 6 juin 2022, fixant la durée de la transition. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, décrète, article 1er. La durée de la transition est fixée à 24 mois pour compter du 26 mars 2022, conformément à l'article 22 de la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 6 juin 2022, décret signé par le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, et par le chef du gouvernement, Premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. Fin de citation. Merci infiniment de votre aisément de l'attention. Alors, monsieur le ministre, quelles sont les implications de ce décret? Merci infiniment. Je voudrais d'abord indiquer que ce décret a deux grandes significations. D'abord une signification juridique et une signification politique. Sur le plan juridique, je voudrais ici rappeler que la transition dans notre pays a débuté le 25 septembre 2020 pour une période de 18 mois. Donc, cette période s'est achevée le 25 mars 2022. Par conséquent, l'adoption de ce décret fixant la transition pour 24 mois de manière rétroactive, qui commence donc le 26 mars 2022, a tout son sens. Cela relève tout naturellement de la rigueur juridique, proroge donc la transition. Il ne s'agit pas d'une nouvelle transition, il s'agit d'une prorogation de la transition, et surtout évite le vide. Un autre élément, en tout cas sur le plan juridique, il est important de préciser que cette prorogation implicite de la transition est prévue dans la charte révisée. Sur le plan politique, je voudrais ici rappeler que la mention aux recommandations des assises nationales de la refondation a tout son sens. Il vous souviendra que les délégués qui ont pris part à ces assises nationales de la transition ont fixé, bien entendu, une période de plancher de 6 mois pour la transition, une période de plafond de 5 ans. En adoptant le décret, le chef de l'État, président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, prouve à suffisance sa ferme volonté de défendre les intérêts supérieurs du peuple malien, c'est-à-dire de mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant l'organisation des élections. Alors, un autre message, bien entendu, sur le plan politique, je pense qu'ici il s'agit très clairement d'une réponse, vous savez, aux personnes qui accusent injustement les autorités de la transition de vouloir s'éterniser au pouvoir. Connaissez-vous des pouvoirs qui souhaitent s'éterniser et qui décident en toute indépendance et en toute liberté de fixer le début d'une transition antérieurement à la date d'adoption du décret? Personnellement, je n'en connais pas. Je pense que s'il y avait des manœuvres politiciennes, il aurait été plus logique et plus cohérent de fixer les 24 mois à partir
du 6 juin 2022, ce qui n'est pas évidemment le cas. Alors, depuis le 26 mars 2022, quelles sont les actions majeures qui ont été réalisées dans le cadre des réformes politiques et institutionnelles? Merci infiniment. Il est important de rappeler que parmi les 516 recommandations des Assises nationales de la refondation, le gouvernement a décidé de choisir les actions les plus urgentes pour revenir rapidement à un ordre constitutionnel. Et parmi ces actions, évidemment, il y a l'adoption d'une nouvelle constitution, il y a la relecture de la loi électorale, ainsi que la relecture d'un ensemble de textes connexes relatifs aux élections. Aujourd'hui, on fait très clairement le constat que le comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des assises nationales de la refondation a été créé et le processus de nomination de ses membres est en cours. C'est d'autant plus important, en tout cas le chef de l'État et nos plus hautes autorités y tiennent pour que justement les engagements pris soient effectivement appliqués. Et dans la même veine, je voudrais ici rappeler qu'il y a juste quelques jours, donc le 1er juin 2022, le gouvernement a adopté le cadre stratégique pour la refondation de l'État, qui participe également dans la même dynamique d'appliquer un certain nombre d'actions urgentes durant cette phase de transition. Également l'adoption du projet de loi électorale par le gouvernement, qui a été transmis au Conseil national de la transition, qui l'examine en ce moment, également est une illustration parfaite, en tout cas, de ces avancées-là. Ce que je voudrais dire, au-delà de ces réformes politiques et institutionnelles, on ne peut pas occulter l'amélioration de la situation sécuritaire grâce à la montée en puissance de nos FAMA, qui est une source de fierté et qui est un fait tangible. Évidemment, sans ces avancées sur le plan sécuritaire, il serait illogique, en tout cas illusoire, de penser que les autres activités peuvent être mises en œuvre. En tout cas, la mise en œuvre serait totalement compromise, voire impossible. Alors, à quand le chronogramme détaillé des élections? Merci infiniment. Je sais qu'il y a beaucoup d'attentes concernant ce chronogramme, mais à partir du moment où le décret fixant la transition à 24 mois pour compter du 26 mars 2022 a été adopté par nos plus hautes autorités, l'élaboration d'un chronogramme est fort aisée. En tout cas, sa publication est imminente. Nous espérons, en tout cas, nous attendons, Inch'Allah, l'adoption du projet de loi électorale par le Conseil national de transition. Et sans cela, il serait très difficile d'avoir un chronogramme précis. Je prends un exemple très simple, à titre illustratif. Vous savez, dans l'actuelle loi électorale, le délai de convocation du collège électoral est de 60 jours. Ensuite, quand vous regardez un peu le délai entre les deux tours de l'élection présidentielle, c'est un délai de 15 jours. À la demande de la classe politique, nous avons revu ce délai à la hausse. En tout cas, dans le projet de loi électoral aujourd'hui, ce qui est proposé, c'est d'avoir 90 jours pour convoquer le collège électoral avant les scrutins et d'observer une période d'un mois entre les deux tours des élections présidentielles. Donc évidemment, vous savez, ces délais ont un impact évidemment sur l'élaboration d'un chronogramme précis. Alors, avec l'adoption du décret que vous venez de lire, Monsieur le ministre, devrait-on craindre un regain de tension avec la CEDEAO? Absolument pas. Je voudrais ici dire qu'à aucun moment, nos plus hautes autorités n'ont jamais eu l'intention d'avoir une quelconque tension avec la CEDEAO ni aucun autre partenaire. Ceci dit, je voudrais ici rappeler l'instruction, en tout cas ferme, de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui nous a toujours instruit de chercher un compromis entre deux paramètres, les exigences de la CEDEAO d'un côté et de l'autre côté les aspirations du peuple malien qui souhaite mener un certain nombre de réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections. Voilà ce qui a toujours guidé notre action. Je voudrais dire que je pense que l'adoption de ce décret le 6 juin 2022 est une preuve très éloquente de la volonté du dialogue de nos plus hautes autorités. Si on ne voulait pas dialoguer avec la CEDEAO, on aurait eu la possibilité d'adopter ce décret depuis le 26 mars 2022. Notre stratégie a consisté essentiellement à mener 3 actions. La première action, vous savez, c'est de procéder à une évaluation du projet de chronogramme.
la CEDEAO a été impliquée, et les Nations Unies et bien entendu l'Union africaine. À l'issue de cet exercice, toutes les activités liées aux réformes politiques et institutionnelles ont été jugées pertinentes avec nos partenaires, avec quelques soucis concernant les délais. Mais nous les avons donné toutes les garanties possibles, en tout cas concernant notre ferme intention, notre ferme volonté de pouvoir les réaliser. La deuxième action, c'est de garder, en tout cas d'être permanemment en contact avec le médiateur, avec le comité local de suivi et les chefs d'État de la région pour trouver un terrain d'entente. Et la dernière action, toujours à l'initiative du Mali, c'est de proposer la mise en place d'un comité de suivi et évaluation du projet de chronogramme piloté par le Mali avec la participation de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations Unies, par souci de transparence et également gage de notre bonne foi et de notre ferme volonté à tenir les délais. Ceci dit, aujourd'hui, nous avons procédé à une évaluation de la situation. Et nos plus hautes autorités ont estimé que nous avons atteint un niveau très avancé dans les négociations avec la CEDEAO, ce qui a justement motivé l'adoption de ce décret fixant le délai de transition à 24 mois. Ce n'est pas une surprise, le médiateur a été informé bien avant, le comité local de suivi et tous les chefs d'État de la CEDEAO. Alors quel est votre message pour terminer cet entretien? Le message, tout d'abord, c'est à l'endroit de nos concitoyens, de nos compatriotes. Vous savez, les sanctions que nous subissons aujourd'hui constituent une peine, une grande souffrance pour nos plus hautes autorités et l'ensemble des responsables de notre pays. Nous ne l'avons jamais souhaité, nous ne l'avons jamais voulu. Malheureusement, on le dit, le caractère illégal, illégitime et inhumaine de ces sanctions nous pousse tous les jours à réitérer notre ferme condamnation. Toutefois, l'espoir est permis. Je voudrais également rappeler que la dernière décision des chefs d'État de reporter les décisions sur le Burkina Faso, sur le Mali et sur la Guinée n'est pas du tout la faute des autorités maliennes, encore moins la responsabilité de nos plus hautes autorités. Et d'ailleurs, le rapport présenté par le médiateur lors de ce sommet va dans le sens de nos autorités, de nos plus hautes autorités, et démontre très clairement tous les efforts que nous avons déployés en vue d'arriver et de trouver un terrain d'entente avec la CEDEAO. Donc je voudrais dire à nos compatriotes que l'espoir est permis. Il ne fait aucun doute que la levée de ces sanctions est imminente. En tout cas, nous le souhaitons très, très rapidement. Juste un dernier message, c'est évidemment de serrer les rangs, de rester soudés autour de notre patrie et un souhait que Dieu bénisse notre pays, le Mali. Merci, Monsieur le ministre porte-parole du gouvernement, pour ces précisions.